tous. Nous avons le top départ de Charles. Très bien. Bonjour à tous. Donc, nous sommes à la CCI métropolitaine Bretagne-Ouest, Morlaix. Cette réunion est organisée dans le cadre des actions et missions organisées par Bretagne Commerce International sur le thème du Royaume-Uni, comment accéder à ce marché pour les produits agroalimentaires. Nous accueillons donc Jérémy, je me suis trompée tout à l'heure, donc Jérémy Massé de la société Expandis qui se présentera tout à l'heure, donc je ne veux pas m'étendre. Du coup, nous avons également Éric Voulant, que vous connaissez, votre chargé d'affaires Bretagne Commerce International, et moi-même, donc Annie Munier, une conseillère en développement international basée à la CCI de Morlaix pour Bretagne Commerce International. Dans préambule, je pense que nous sommes tous présentés tout à l'heure, donc je pense qu'on va passer cette étape. En préambule, nous vous présentons notre action Bretagne Commerce International. Je vais être volontairement rapide parce que je sais qu'ici sont présents des entreprises que nous connaissons quand même maintenant depuis, on va dire, de nombreuses années. Donc je vous rappelle simplement peut-être nos récentes actions, notamment sur le bilan 2017. L'action d'abord de Bretagne Commerce International, association d'entreprises qui a été créée à l'initiative de la région Bretagne et de CCI Bretagne il y a maintenant 4 ans, a pour but d'aider les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international, premier volet. Et le second volet, qui n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais nous vous l'indiquons, c'est d'identifier et d'accompagner des projets d'investisseurs étrangers en Bretagne. Au niveau des actions et missions de Bretagne Commerce International, nous avons accompagné plus de 2000 entreprises au cours de l'année 2017. Nous verrons tout à l'heure les missions. Nous avons un événement annuel qui s'appelle l'Open de l'International. Celui de 2017 a réuni plus de 1100 participants. Le prochain, nous vous le répéterons plusieurs fois, le prochain a lieu le lundi 2 juillet à Rennes. Donc, à noter dans vos agendas. Notre mission est d'accompagner, d'aider les entreprises en individuel, en conseil individuel, mais également de les accompagner sur des salons internationaux à l'étranger. Nous avons, en 2017, organisé 31 présences d'entreprises bretonnes sur des salons internationaux et des missions sectorielles. Au total, sur nos actions également telles que celle-ci aujourd'hui, les informations, les réunions d'information, nous avons eu 3200 participations d'entreprises à 109 ateliers et réunions d'information. Pour revenir sur notre rôle, vous avez, alors selon où on se situe, la partie de gauche donc, est le métier que je représente, le conseil au développement à l'international, qui consiste pour, aider l'entreprise, par exemple, à se structurer, une entreprise primo-exportateur comme certains d'entre vous, à se structurer par le biais d'outils, par le biais de diagnostics, notamment le diagnostic export. Pour les entreprises qui sont déjà développées à l'international, peut-être les aider sur leur réflexion sur d'autres ouvertures de marché. Ça, c'est le volet aide à la structuration de l'entreprise. C'est un volet de conseil gratuit. N'hésitez pas à contacter vos conseillers en territoire. Le conseil technique et réglementaire, également tout ce qui est comment vend-on. On ne vend pas un biscuit ou une pièce de bœuf ou un produit transformé d'origine végétale ou d'origine animale vers un pays de l'Union européenne ou vers un pays tiers. Ce conseil, c'est également un conseil que vous avez auprès de nous. N'hésitez surtout pas à nous interroger. Nous avons, comme j'ai parlé tout à l'heure du diagnostic export, nous avons également un diagnostic que nous pouvons faire en entreprise, en face à face avec vous et vos équipes en administratif des ventes export, qui s'appelle le diagnostic des techniques administratives du commerce international. Nous vous aidons de A à Z pour décrypter un petit peu les complications. Comme j'expliquais tout à l'heure, on ne vend pas un produit sur l'Union européenne comme on vend un produit sur les pays tiers. Voilà. Et enfin, le volet information, tel que des ateliers que nous avons aujourd'hui. Sur le volet, du coup, nous étions sur le volet gratuit. Sur le volet pouvant être payant, sur devis toujours, nous avons également ici, donc, avec Eric,
qui est votre chargé d'affaires agroalimentaire, la possibilité de vous aider à identifier des importateurs, des clients, des distributeurs à l'étranger, en partenariat toujours avec nos partenaires prestataires basés à l'étranger, dont, par exemple, la société Expandis Royaume-Uni, ici présente. Quand on dit export, on dit parfois achat, achat de matières premières, sourcing, recherche de fournisseurs, recherche de partenaires. C'est également un appui que l'on peut réaliser pour vous avec l'aide de nos partenaires. Quand on a vendu, quand on a des distributeurs, des clients, on peut être amené à une réflexion qui est peut-être l'implantation ou le partenariat dans le pays étranger client. Nous pouvons également, avec nos partenaires, vous aider en ce sens. Ce qui veut dire également, quand on développe l'export, que l'on peut être amené à vouloir, et c'est un bon signe, recruter. L'emploi, c'est le développement économique de la région Bretagne. Sachez qu'il y a également un appui en ce sens, une volonté politique de la région, par le biais d'aides qui existent et que nous pouvons vous aider à monter, des dossiers de RH Export que nous pouvons vous aider à monter. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus. D'autres aides existent, pour ne pas les citer, les aides pour la communication. Quand on transforme son site internet dans une langue étrangère, il existe des aides. Donc ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais sachez qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter pour cela également. On a également évoqué l'aspect technico-réglementaire. On ne vend pas sur un pays de l'Union européenne comme on vend sur un pays tiers. Beaucoup d'entre vous dans le secteur agroalimentaire savent qu'il faut souvent avoir des certifications, des homologations, des enregistrements. Nos partenaires peuvent bien sûr vous y aider également. Et enfin, sur le volet collectif que j'ai évoqué tout à l'heure, les salons professionnels à l'étranger. Plusieurs d'entre vous ici présents ont été présents déjà sur des salons avec nous. Là encore, c'est un espace stand, clé en main, une action collective et donc aidée par la région Bretagne et Bretagne Commerce International pour vous accompagner. Outre ces aspects de conseil, un volet que l'on veut de plus en plus porter à la connaissance des entreprises, parce qu'à mon sens, il n'est souvent pas encore suffisamment connu. Quand vous allez sur le site de Bretagne Commerce International, vous découvrirez cet onglet BCI Info. Vous trouverez la petite plaquette d'informations dans vos dossiers. Allez-y, fouillez, cherchez. Nos ateliers, tels que d'ailleurs celui-ci, sont aussi filmés. Vous le retrouvez également dans un onglet TV Web. Donc n'hésitez surtout pas. Pour illustrer ce que l'on peut trouver sur BCI Info, voilà quelques petits onglets. C'est extrêmement riche et varié. Des informations validées et qualifiées par le service qui s'en occupe et bien entendu nos prestataires. Voilà, ça c'est encore, tout à l'heure on a évoqué le conseil de BCI, notre action sur les actions collectives, et on avait également évoqué brièvement l'accompagnement des investisseurs étrangers. Donc c'est également le volet qui vous est présenté sur cette slide. Voilà, et bien entendu notre conseil, nos actions sont dévolues aux adhérents, mais pas uniquement. L'intérêt peut-être pour pouvoir effectivement avoir un rôle fédérateur, avoir un rôle de réseau, c'est évidemment, on vous incite à le faire, à adhérer. Vous avez les conditions sur cette slide, voilà, 300 € TTC par an. Et enfin, ce que j'ai évoqué en introduction, notez bien dans vos agendas l'Open de l'International le 2 juillet à Rennes. Voilà, nous allons donc commencer cette présentation du marché agroalimentaire au Royaume-Uni. Je vais laisser la parole donc à Jérémy. Merci beaucoup. Journée l'Open international à laquelle on sera présent, d'ailleurs, Expandis sera présent. Merci à tous de participer à cette réunion. Je suis donc Jérémy Massé de la société Expandis. En fait, on est une société d'accompagnement à l'international basée à Londres, à Angel, pour ceux qui connaissent bien Londres, à une station de métro de Saint-Pancras. Notre rôle au quotidien étant d'accompagner les entreprises françaises dans leur développement commercial sur le Royaume-Uni. On n'a pas forcément de secteur d'activité spécifique, mais parmi nos secteurs de prédilection, on a l'agroalimentaire qu'on connaît bien. Et on travaille d'ailleurs depuis maintenant à peu près 5 ans avec BCI en tant que partenaire référencé pour accompagner les entreprises bretonnes dans leur développement commercial sur le Royaume-Uni à travers études de marché, recherche de partenaires commerciaux, business development, donc des missions très concrètes. Mais le but d'aujourd'hui n'est pas de parler d'Expandis, mais de l'agroalimentaire effectivement au Royaume-Uni.
de vous donner un panorama le plus large possible de l'agroalimentaire. Et puis aussi, quand on parle du UK en ce moment, il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, c'est le Brexit. Donc on essaiera de faire un point également sur le Brexit à la fin de l'exposé. Donc merci encore une fois à Éric Boulan et à la Chambre de commerce Morlaix de m'avoir invité. On a ici le sommaire. Alors, on va démarrer par le marché de l'agroalimentaire de manière générale. Et puis ensuite, vous pouvez le voir à travers les différentes parties, on va aborder les secteurs d'activité les uns après les autres. Sur ces secteurs d'activité, je vais essayer d'être bref parce que vous serez plus ou moins concernés, suivant vos activités justement. Mais si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à s'adresser à nous, soit rendez-vous individuel, il y en a quelques-uns de prévus après, soit vous adressant directement à Éric Boulan si vous souhaitez plus d'informations. Et puis on aura effectivement un dernier point sur le Brexit. On va essayer de tenir tout ça jusqu'à 11 heures. Donc je pense qu'en termes de timing, ça va être assez tendu. N'hésitez pas néanmoins à intervenir, à poser des questions. Si vous en avez, il faut que ce soit un échange. Je préfère autant que ce soit un échange qu'un monologue. Donc n'hésitez pas à intervenir. On fera juste un petit peu attention au timing. Voilà. Donc première partie sur le marché de l'agroalimentaire au Royaume-Uni au sens large du terme. Donc on va aborder des données telles que la taille du marché, telles que les tendances de consommation, et puis aussi les acteurs qui font le marché de l'agroalimentaire au Royaume-Uni. Ce que j'aime bien commencer par faire quand on parle du marché de l'agroalimentaire, c'est un produit de grande consommation. C'est de regarder un petit peu la taille de la population, parce que souvent, la taille de la population, lorsqu'on parle de produits de grande consommation, et c'est le cas de l'agroalimentaire, va donner une première indication du potentiel du pays pour vous. Et on voit qu'en Europe, le Royaume-Uni a la 3e population en Europe, derrière l'Allemagne, et plus ou moins à égalité avec la France, avec 65 millions d'habitants. Donc voilà, on peut considérer, si on regarde la taille de la population, que le UK a à peu près le même potentiel économique ou de chiffre d'affaires que la France. Après, bien évidemment, suivant les secteurs, cela va varier, et suivant vos secteurs d'activité, cela va varier également. On démarre aussi la présentation par quelques slides, et notamment quelques chiffres. Le secteur de l'agroalimentaire au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est 179 milliards de pounds en 2016. Et c'est un marché en croissance puisqu'il est estimé à presque 200 milliards de pounds en 2021. Alors, quand on dit 179 milliards de pounds, c'est toute activité confondue, aussi bien activité de distribution qu'activité de production. Il y a une industrie agroalimentaire au Royaume-Uni qui est assez forte également. Ce sont 7000 sociétés employant plus de 400 000 personnes, 18 000 grossistes, 70 000 détaillants et plus de 2000 épiceries feed. Donc, il y a beaucoup de chiffres comme ça, mais en fait, on se rend compte que c'est un marché qui est assez concentré. On a 70% de la vente au détail, 30% en RHF, sachant que les 2 tiers du marché est trusté par la GMS, par les acteurs de la GMS et de l'agroalimentaire. Et les acteurs dans ce domaine-là se comptent sur les doigts de la main. C'est-à-dire que les Tesco, Sainsbury's et autres, qu'on présentera tout à l'heure, représentent à eux seuls une grosse partie du marché, donc c'est finalement assez concentré. Donc ces acteurs-là se livrent une guerre de prix, entre guillemets, assez fratricide. On le voit ici, puisque entre décembre 2015 et décembre 2016, il y a eu une déflation des prix alimentaires de 1,1%. Ceci dit, on parle ici de décembre 2016, le Brexit est arrivé en juin 2016, et depuis, du fait de la chute du pound, effectivement, on a tendance à avoir une hausse des prix au niveau de l'agroalimentaire également. Donc ce phénomène de déflation n'a plus trop lieu en ce moment. L'Union européenne est le premier exportateur de nourriture au Royaume-Uni. Et il faut savoir aussi, notamment pour la France, que la première balance commerciale positive pour la France, c'est le Royaume-Uni. Et l'agroalimentaire joue un rôle prépondérant là-dedans. La France exporte énormément de produits délicatessen, par exemple, ou de plats préparés. Et enfin, un dernier chiffre très important. Le Royaume-Uni est le leader européen de la NDD. 58% des produits vendus en grande distribution sont des produits de marque de NDD. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le leader européen et de loin. Donc c'est des choses qu'il faut considérer si vous souhaitez exporter au UK ou si vous exportez déjà au UK. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser des questions, échanger, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et même partager vos expériences, parce que je sais que certains d'entre vous sont déjà présents au UK, on en a discuté
avant de démarrer la réunion. La taille du marché, donc j'en parlais tout à l'heure, je vous donnais 180 milliards de pounds. Vous avez ici, sur l'horizontale, les années. On va de 2011 jusqu'à 2021. Donc ce qu'il y a en bleu ciel, ce sont les prévisions. Et puis la courbe rouge, c'est tout simplement le taux de croissance année après année. Donc on voit qu'on va bien, en 2021, on va atteindre presque 200 milliards de pounds. Et on va être sur des taux de croissance variant de 0,6 à 2,1%. Donc on est toujours sur un marché en croissance, malgré un contexte un peu spécifique en ce moment, notamment du fait du Brexit. Maintenant qu'on a eu tous ces chiffres, ce qui peut être intéressant de voir, ce sont les tendances de consommation de manière générale. On rentrera ensuite dans les tendances de consommation secteur par secteur. On voit bien évidemment qu'on reste toujours le value for money, qui est toujours très, très important, le rapport qualité-prix, comme en France et comme dans la plupart des pays développés, c'est effectivement le critère prépondérant. On est souvent à la recherche d'offres promotionnelles. On a par exemple dans les supermarchés très souvent ce qu'on appelle au UK le fameux BOGOF, ce qui veut dire buy one, get one for free. Donc vous en achetez un, vous en avez un gratuit. Ça, ce sont des offres qui sont très développées en grande surface au Royaume-Uni. Donc, le prix est effectivement prépondérant, ce qui n'est pas une surprise, mais on ne sacrifie pas à la qualité du produit. Et mine de rien, c'est un marché qui est un peu plus sophistiqué que l'on pense. Quand on pense agroalimentaire au Royaume-Uni, on peut peut-être des fois avoir une image un peu péjorative, mais c'est un marché assez sophistiqué, de plus en plus sophistiqué. Et la notion de qualité des produits reste des facteurs primordiaux. Également, ce qui est très important, c'est tout ce qui est commerce équitable, le naturel, l'éthique, le bio. Ce sont des éléments qui reviennent de plus en plus. Donc, pour ajuster, je dirais, vos discours marketing ou de communication au Royaume-Uni, ce sont des éléments qu'il faut effectivement avoir connaissance. Le décalage aussi des produits dits vegan, une croissance de 5,4% par exemple. Donc voilà, tous ces éléments-là sont des éléments très très tendance en ce moment au Royaume-Uni. Et puis, ce qu'on n'a pas évoqué un petit peu en haut du slide, c'est la recherche de solutions repas permettant de gagner du temps. Au Royaume-Uni, lorsqu'on travaille, les pauses déjeuner sont beaucoup plus courtes. On va moins souvent au restaurant avec ses collègues que ce qu'on fait en France. J'ai vécu dans les deux pays, donc je sais de quoi je parle. Et je crois qu'en moyenne, la pause déjeuner pour un employé britannique est 30 minutes plus courte qu'en France. Donc on a besoin d'aller vite, et donc il faut aussi adapter les produits agroalimentaires à ce niveau-là. Préférence donnée aux produits britanniques, ce n'est pas très surprenant. En France, on a aussi tendance à donner une préférence aux produits français. Rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'ils n'importent pas, ils importent, ils ne peuvent pas s'autosuffire sur l'ensemble des produits. Donc il y a bien évidemment du potentiel pour vous. Voilà ce que l'on peut dire au niveau des tendances de consommation de manière générale sur l'agroalimentaire. Facteurs influençant le comportement des consommateurs. Alors, ce que je disais tout à l'heure, les trois premiers critères, prix, qualité, promotion. On est toujours sur ce fameux rapport qualité-prix, encore une fois, sans surprise. 90% de la population britannique considère le prix comme étant un facteur important, ce n'est pas surprenant. Je crois que pour 30% d'entre eux, c'est même le premier critère qui est pris en considération. Et puis viennent ensuite l'odorat, le goût, la date de péremption et le produit familier, à savoir est-ce que c'est un produit qu'ils ont déjà acheté ou déjà goûté par exemple. Un mot sur la restauration hors foyer. C'est un marché également important, même si c'est un peu moins important que le marché de la GMS. C'est le leader européen de la restauration hors domicile. Un repas sur 3 est consommé hors foyer. Quatrième marché de consommation au Royaume-Uni, c'est un marché qui est en croissance et qui pèse à peu près 90 milliards de pounds en 2013. Et puis, il y a tout ce que l'on considère comme étant le fast casual food, une offre alliant rapidité et prix juste, qualité et valeur des plats. Encore une fois, on veut de la praticité, on n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner le midi notamment, mais on veut quand même de la qualité. Et puis aussi, un point important au niveau de la restauration en foyer, c'est vraiment le pays des chaînes de restauration. Si vous voyagez au UK, c'est difficile de trouver un restaurant indépendant en fait. Il y a énormément de chaînes. Aussi bien des chaînes de restauration rapides, par exemple comme Prêt à manger, que vous devez connaître, ne serait-ce que de nom. Ils sont d'ailleurs commencé à s'implanter à Paris.
en France également. Je ne sais pas si ailleurs qu'à Paris, mais j'en ai vu à Paris en tout cas. Paris et Lyon, ouais. Et puis ça va sans doute grossir. Ouais, donc voilà, ils arrivent et je pense qu'ils vont mettre les moyens pour s'implanter en France. Les chaînes de restauration asiatiques comme Wagamama par exemple, ou même les chaînes de restauration françaises, vous avez Côte Brasserie, vous avez Café Rouge, qui sont bien implantées au Royaume-Uni. La dépense moyenne sur la restauration hors foyer, c'est 9,8 pounds par personne en restauration hors domicile, c'est à peu près 11 €. Donc, vous voyez, on ne va pas que dans des restaurants haut de gamme, loin de là, puisqu'on est sur un panier moyen de 11 €. OK. Un mot, alors il y a une erreur au niveau du slide, on ne parle plus de la restauration hors foyer ici, mais des acteurs de la grande distribution. C'est un slide assez intéressant puisqu'il résume bien qui sont les principaux acteurs de la grande distribution. Vous avez au milieu ce qu'on appelle le Big Four, avec par ordre d'importance Tesco, Sainsbury's, Asda et Morrisons, qui sont les 4 grandes chaînes de supermarchés au Royaume-Uni, qui pèsent lourd dans le chiffre d'affaires de l'agroalimentaire au Royaume-Uni. Et puis vous avez au milieu la première coopérative alimentaire qui est de Cooperative Food. Je sais que certains d'entre eux travaillent déjà avec eux, qui fait partie effectivement des chaînes de supermarchés moyen de gamme. Vous avez au-dessus Waitrose et Marks & Spencer, qui est plus ou moins l'équivalent en France de Monoprix. On est sur des chaînes un peu plus haut de gamme, un peu plus premium. Et puis vous avez les discounters tels que Lidl, Aldi, Netto ici. Netto UK n'existant plus puisqu'il a été racheté par Sainsbury's. Donc essentiellement aujourd'hui, ce sont nos amis allemands qui sont présents également sur le UK. Lidl. Le Netto, je ne sais plus de quelle origine, je crois effectivement que c'est danois, mais ça a été racheté par Sainsbury's justement. Oui. Ah. Exactement, par ordre d'importance, tout à fait. Oui, exactement. On le verra tout à l'heure, le Big Four qui trust le marché, qui a une grosse partie du marché, souffre un peu. Et, ils ont une croissance de chiffre d'affaires un peu flat, au profit justement des chaînes un peu plus premium et surtout des discounters qui progressent énormément. Et c'est un peu à mettre en lien, en relation avec la population britannique. On a une classe moyenne britannique qui se rétrécit un petit peu, soit au profit des populations aisées. Moi, j'habite sur Londres et les voitures de luxe et autres, on en voit un paquet. Donc, il y a une croissance des populations aisées et aussi une croissance des populations un peu plus pauvres. Il y a beaucoup de contrats, par exemple, qui sont extrêmement flexibles, mais qui paupérisent un peu la population. On a ce qu'on appelle au UK, par exemple, le Zero Hour Contract, qui en fait permet à un employeur d'embaucher un salarié sans lui garantir un nombre minimum d'heures à effectuer par mois. C'est-à-dire que s'il est en sous-production, il peut dire au salarié, la semaine prochaine, tu ne viens pas travailler, et il n'est pas payé. Donc ça, c'est des contrats hyper flexibles. On est sur un marché de travail qui est beaucoup plus flexible, effectivement, qu'en France, mais qui paupérise un petit peu la population. Et quand on fait le lien avec l'agroalimentaire, Lidl et Aldi, on le verra tout à l'heure, ils progressent énormément. Ils ont des croissances de chiffre d'affaires assez impressionnantes. Ok, c'est ici bien résumé. Vous avez en bleu ciel ici les parts de marché par type de retailer en 2016 et en bleu foncé en 2019, la prévision pour 2019. Et vous voyez que tous les superstores et hypermarkets dont je parlais, Tesco, Sainsbury's et autres, vous avez une décroissance, enfin une croissance qui va être beaucoup plus faible, c'est même en décroissance, avec les small supermarkets qui sont, par exemple, les équivalents Tesco Express, qui est l'équivalent de Carrefour Market, c'est ça? Qu'est-ce qu'on dit, un Carrefour Market en France? Donc quelque part les convenience stores, mais appartenant aux chaînes de supermarchés. Et donc ce sont des parts de marché qui baissent au profit des convenience stores, justement. Le consommateur britannique va faire ses courses plus souvent sur un panier moyen un peu plus faible. Donc le convenience store, c'est donc les magasins de proximité, tout simplement.
Et au profit aussi des discounters, ce que je disais, Aldi et Lidl progressent énormément. Le online progresse également énormément au Royaume-Uni. Le online, c'est quand on parle de nouvelles technologies d'IT en Europe, très souvent le Royaume-Uni est précurseur. Et c'est également le cas dans l'agroalimentaire. Vous avez des acteurs comme Ocado, je ne sais pas si vous les connaissez, qui importent énormément de produits français, qui peuvent être une cible intéressante pour vous, et qui est un acteur online et qui progresse également énormément. Et puis vous avez les autres retailers, ce qu'on n'a pas forcément en France. Par exemple, au Royaume-Uni, vous avez des chaînes de pharmacie comme Boots. On n'a pas forcément de chaîne de pharmacie en France, ou très peu. Boots, c'est énorme, c'est je ne sais plus combien de milliers de points de vente, et ils ont c'est une chaîne de pharmacie, de parapharmacie, mais ils ont aussi un rayon agroalimentaire. Ça peut paraître un peu surprenant en tant que Français, mais c'est comme ça. Et ce sont des gens qui également progressent aussi, qui ont des parts de marché. Oui, les small supermarkets, en fait, ce sont les Tesco, Sainsbury's et autres, mais l'équivalent des Carrefour Market en France, les petites tailles, si vous voulez, qui appartiennent justement à ces grands groupes-là. Et les convenience stores sont plus des magasins de proximité, mais indépendants, où on va aller faire ses courses assez régulièrement. On peut plus ou moins considérer que c'est la même chose, sauf que dans un cas, ça appartient aux grands groupes. Ça appartient aux grands groupes qu'on a sur la première colonne. Et dans l'autre cas, ce sont plutôt des magasins indépendants. Ou alors des toutes petites chaînes qui ne sont pas connues, quoi. Les convenience stores? Oui, tout. Par rapport aux géants de la grande distribution, soit Tesco, ou Martin Foster, et justement, ils sont sur les supermarchés et sur les hypermarchés. Oui. Véritablement, les grosses structures qui sont plutôt en baisse de part de marché par rapport aux indépendants, c'est ça qui se... Exactement, ils sont en baisse de structure. On est... Ça marche. Encore une fois, les Britanniques font leur cours plus souvent pour un panier moyen plus faible. Donc on n'est plus sur ce format hypermarché. En tout cas, le format hypermarché aux grandes surfaces marche moins bien qu'un petit magasin de proximité où on va aller faire ses courses plus souvent. Ah, ça correspond à un mode de vie un peu urbain. Mais... Oui, exactement. Tout à fait. Juste un point technique, quand vous posez des questions, pensez à utiliser le micro, tout simplement parce qu'on enregistre. Nous sommes filmés. OK. Là, je passe rapidement sur ce slide parce que ça résume de manière un peu différente et de manière visuelle un peu différente ce qu'on a évoqué tout à l'heure. On a juste ici un split entre les supermarchés et les hypermarchés, justement, en sachant que le format grande surface ou très grande surface, tel hypermarché, est plutôt en décroissance sur le Royaume-Uni. Et on voit ici que les convenience stores, les discounters ou le online progressent pas mal et taillent de bonnes croupières aux acteurs classiques du marché. Encore une fois, si ce n'est pas clair, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, on rentre un peu plus dans le détail, justement, dans les tendances que je viens d'évoquer. On retourne, effectivement, on revoit encore une fois le Big Four, avec les noms que j'ai évoqués tout à l'heure, et on va en parler rapidement. Donc 61% des parts de marché en perte de vitesse, au profit de ce qu'on appelle au UK le Hot 3, qui sont représentés par les convenience stores, les discounters et Internet. Donc les convenience stores, je le disais, on le voyait sur le diagramme, marché en plein essor. Plus de 47 000 magasins, beaucoup d'indépendants. Vous avez aussi quelques chaînes, mais qui ne sont pas forcément des chaînes connues. Et la nouvelle tendance, encore une fois, c'est d'acheter peu, mais souvent. Vous avez les discounters, plus 88% depuis 2013. Ils connaissent vraiment une croissance phénoménale. Donc les Lidl et Aldi, si vous avez déjà du business avec eux en France, ça peut être une occasion éventuellement d'aller les voir sur le UK et essayer de faire la même chose. Parce que c'est un marché vraiment en forte croissance. Internet également, marché en plein essor. 2016, c'est 10,5 milliards de pounds. Alors, je ne sais pas quelle est la valeur en France, mais en général, encore une fois, lorsqu'on parle d'Internet et de vente online, sur le UK, on est souvent plus en avance qu'en France. Et vous avez par exemple eu un rapprochement entre Amazon et Morrison, qui est la troisième chaîne de supermarché au UK, où Morrison s'est engagé à fournir des produits agroalimentaires aux clients d'Amazon. Donc, il y a un accord qui a été passé entre ces deux géants, entre guillemets.
Je passe ce slide-là parce que ça reprend ce que l'on vient de dire, plus ou moins. Là, on reparle des magasins de proximité, les convenience stores, les fameux convenience stores. Je disais tout à l'heure 40 milliards de pounds en 2016. C'est un marché qui va croître puisqu'il va passer à 45 milliards en 2021, donc 11,7% de croissance sur 5 ans. Et ce que je disais tout à l'heure également, le graphique ici est intéressant, le petit camembert, c'est que 25% des Britanniques vont tous les jours ou presque dans un magasin de proximité ou dans n'importe quel magasin acheter des produits agroalimentaires, mais pour un panier de moyen du coup qui sera faible, puisqu'on est à 6 pounds 45, qui correspond à peu près à 7-8 euros. Donc il y a une fréquence de consommation, on va presque tous les jours acheter un petit truc, notamment dans les grandes villes, et notamment sur Londres, qui est quand même une très 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 grosse ville. Hein. Londres à l'intérieur de la M25, donc qui est le périphérique entourant Londres, le grand périphérique entourant Londres, c'est quand même 20-25 millions d'habitants. Donc c'est extrêmement concentré, c'est extrêmement dense, extrêmement urbain, d'où ces tendances-là également, quoi. Ici, on a un graphique à peu près similaire à celui qu'on a vu tout à l'heure, mais qui détaille enseigne par enseigne, les évolutions entre 2016 ici en rouge foncé et 2017 en rouge un peu plus clair. Et on voit encore une fois, je vais passer assez rapidement, mais que Tesco, Sainsbury, Asda, Morrison sont en décroissance au profit d'acteurs tels que Aldi ici ou tels que Lidl ici au niveau des discounters. Donc voilà, ça, on résume à nouveau ce que l'on a dit. Tassement du Big Four, des gros acteurs de la grande distribution UK, au profit des chaînes premium et surtout au profit des discounters et des convenience stores. Okay. Alors, ce slide-là est assez intéressant. On voit ici la croissance d'un certain nombre d'acteurs entre avril 2016 et avril 2017. Et c'est quand même assez phénoménal sur un an de voir que Aldi ou Lidl ont progressé de 18 ou 17%. Ce sont des croissances à deux chiffres qui sont assez intéressantes, assez impressionnantes, surtout sur une année. Je parlais tout à l'heure d'Ocado, qui est un des leaders online de la vente de produits agroalimentaires, qui encore une fois importe énormément de produits français. Il y a certains produits français que l'on va trouver sur Ocado et que l'on ne trouvera nulle part ailleurs au UK, par exemple. Donc ça peut être une piste intéressante pour vous. Et vous avez aussi des acteurs, par exemple, comme Iceland, qui est une chaîne de produits surgelés. Bon, on ne peut pas dire c'est Picard parce que c'est moins haut de gamme, mais voilà, on peut comparer, c'est effectivement ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, mais ce sont des gens qui connaissent également des croissances assez intéressantes. Alors les Big Four, on y vient. On commence par les deux premiers, donc Tesco et Sainsbury's. Les Big Four, donc, ils sont en décroissance, ou une croissance un peu flat, donc ils sont obligés un petit peu de s'adapter. On a par exemple Tesco qui, pour essayer de faire des économies, a délocalisé son siège du centre de Londres à beaucoup plus haut, je crois qu'ils sont dans le Chelsea Hunt maintenant, à 30 ou 40 km au nord de Londres, pour faire des économies. Ils ont été aussi de s'adapter, ils ont essayé de réduire le nombre de références. Donc ça veut dire que pour rentrer chez eux, il faut être encore plus compétitif et il faut essayer de se différencier. C'est plus compliqué parce qu'ils ont tendance à réduire le nombre de références dans leur supermarché. Et on voit ici Tesco, c'est le numéro 1 de la grande distribution au Royaume-Uni. Presque 30% des parts de marché, donc c'est quand même un monstre. C'est le leader et de très loin au Royaume-Uni. Environ un tiers de tous les produits d'épicerie, par exemple, achetés au Royaume-Uni, sont achetés dans un magasin Tesco. Et c'est un peu plus de 2000 points de vente. Donc voilà, c'est vraiment un très 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 gros acteur, le leader incontesté sur le marché, même s'il n'a pas une croissance phénoménale depuis un certain nombre d'années, comme ses autres concurrents. Je crois que c'est le numéro 3 mondial en termes de profit et le numéro 5 mondial en termes de revenus. Donc c'est quand même un très 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 gros acteur. Vous avez Sainsbury's qui est le numéro 2, 15,8% de part de marché. Ils sont moins axés sur un positionnement de prix, ils ne sont pas forcément axés sur les promotions ou autres. Ils font un peu plus attention à la qualité des produits. Ils ont un positionnement consommateur un peu plus CSP+, donc un peu plus de qualité. Et ils ont tendance à être fidèles en général à leurs fournisseurs et ils essayent de ne pas trop perturber justement leurs consommateurs. Donc on voit bien un petit peu les différences entre les deux.
Et puis Sainsbury, surtout, a une taille quand même beaucoup plus modeste que Tesco, mais qui reste quand même le numéro 2 UK. Ensuite, vous avez Asda, qui souffre pas mal en ce moment, 15,2% de part de marché. Pourquoi ils souffrent pas mal? Parce que justement, ce sont eux qui, en général, possèdent les plus grands supermarchés en termes de taille. Ce sont eux qui ont le plus d'hypermarchés. Donc, évidemment, compte tenu de la tendance que j'ai décrite auparavant, ce sont des gens qui ont tendance un petit peu à souffrir, mais quand même, ils représentent quand même 15% des parts de marché. Ils font pas mal de référencement MDD. Encore une fois, ne l'oubliez pas, le Royaume-Uni étant le roi de la MDD en Europe. Et puis Morrison, qui est le numéro 4 de la grande distribution, 10,2% de part de marché, 500 points de vente, donc 4 fois moins de points de vente que Tesco, mais quand même assez important. Et sont essentiellement des gens, étant donné que leur siège est basé au nord de l'Angleterre, à côté de Manchester, où ils ont une répartition géographique des magasins qui va être un peu plus sur le nord du Royaume-Uni. Okay. Le cinquième acteur, on en parlait tout à l'heure, de Cooperative Food, donc 6,3% du chiffre d'affaires. C'est la plus grande coopérative au Royaume-Uni, donc c'est une coopérative qui est, je crois, détenue par 5 millions de consommateurs britanniques. Ils ont aussi d'autres types de business que l'agroalimentaire. Ils sont par exemple présents dans l'électricité, dans les pompes funèbres aussi. Il y a un nombre de secteurs assez variés. Ils sont plutôt assez orientés fair trade et tout ce qui est produits organiques et gourmets. Donc il y a une sensibilité écologique assez importante. Ils vendent pas mal en marque de distribution, d'où le fait, lorsqu'on vend en marque de distribution, on en parlera tout à l'heure, d'avoir le certificat BRC, qui est plus ou moins l'équivalent du certificat IFS en Europe. C'est important au UK d'avoir ce type d'agrément, surtout lorsqu'on vend sous marque MDD. Aldi et Lidl, on en parlait tout à l'heure, donc un marché en plein essor. Quand même assez incroyable de voir qu'en 2013, on était à 10 milliards de pounds de vente, alors que maintenant, on est presque à 23 milliards. En 3 ou 4 ans, on a fait x2,5 avec ces acteurs-là. C'est quand même assez impressionnant la croissance qu'ils ont pu obtenir sur ces dernières années. Aussi, on peut croire, un peu comme en France, voilà, qu'on est vraiment sur du produit bas de gamme, pas beaucoup de qualité et autres. Mine de rien, on voit de plus en plus de produits qui, finalement, pour un discounter, sont de qualité, de plus en plus ces dernières années. Vous avez peut-être pu remarquer la même chose en France, mais on le voit en tout cas au Royaume-Uni. Enfin, pour finir, c'est les acteurs de la grande distribution. Les quelques acteurs, et surtout les deux plus gros, Waitrose, Marks & Spencer, au niveau des chaînes un peu plus premium. Waitrose, qui c'est un positionnement haut de gamme, beaucoup présent sur Londres, qui s'adresse à une population aisée. Effectivement, ils appartiennent à John Lewis, qui est une chaîne de department stores au UK. Ils ont plusieurs dizaines de department stores sur le UK. Et ils appartiennent à John Lewis, 5,3% des parts de marché, et quand même un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros en 2017. Donc un acteur assez conséquent, surtout si vous êtes sur des produits premium. C'est sans doute un acteur qui sera plus facile à approcher qu'un Tesco ou un Sainsbury. Ensuite, vous avez Marks & Spencer, qui est plus ou moins le même positionnement que Waitrose, peut-être un tout petit peu moins haut de gamme. 761 magasins au Royaume-Uni, et puis il se positionne beaucoup sur la fraîcheur, et aussi sur les marques distributeurs. Marks & Spencer, c'est quasiment que de la MDD, et souvent, ils demandent l'exclusivité aussi. Il faut le savoir. Et enfin, Whole Foods, dont on n'avait pas parlé encore, c'est une chaîne américaine que vous connaissez peut-être si vous allez sur les States. Ils ont commencé à s'implanter sur Londres, 8 points de vente, mais pour l'instant, c'est un succès plutôt mitigé, avec des pertes de marge, des prix assez élevés, et ils ont du mal un petit peu à percer, peut-être parce qu'on a de gros acteurs sur le premium que sont Waitrose et Marks & Spencer, et ils sont arrivés évidemment bien après, avec peu de points de vente, et ils ont un petit peu de mal pour l'instant à faire leur trou. Ok. Un autre moyen de faire du business au Royaume-Uni sur l'agroalimentaire, c'est en adressant ce qu'on appelle les food halls, dans les magasins de luxe ou dans les department stores. C'est sans doute un peu plus développé qu'en France.
Vous connaissez sans doute, ne serait-ce que le nom, Selfridges, Harrods, Harvey Nichols, Arthur Fraser, qui sont des department stores et qui vont avoir des food halls. Si vous avez fait un peu de tourisme sur Londres, vous êtes peut-être allé chez Harrods, justement. Ils ont un food hall qui est d'ailleurs très très joli, très impressionnant, qu'avec de bons produits, notamment les produits français. Et donc c'est intéressant éventuellement de pénétrer ce type de canal de distribution. Pourquoi? C'est peut-être pas forcément là que vous ferez du volume, évidemment, si on compare à Tesco, mais en termes de notoriété, c'est quand même intéressant d'être chez eux. Et ça vous aidera par la suite à pénétrer des acteurs plus importants tels que Tesco ou Sainsbury's. Oui. 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 Non, c'est sûr, bon, je pense qu'ils profitent un peu de leur statut et de leur notoriété pour presser un peu le fournisseur et faire un peu ce qu'ils veulent. Et voilà. Parce qu'ils savent que voilà, ils ont un pouvoir. Oui. Et online aussi, et online. Hein. Voilà. Donc il y aura un marché plus important. Ça vaut aussi. C'est sympa de dire qu'on est, mais en termes de chiffre d'affaires. Ouais, chiffre d'affaires, c'est ce que je disais en chiffre d'affaires, c'est pas grand-chose. Après, en termes de notoriété, évidemment, c'est d'être présent chez eux. Ça peut ouvrir des portes. Alors, c'est peut-être pas encore le cas pour vous, hein, mais ça vaut le coup en tout cas d'essayer. Mais peut-être via, comme vous dites, via un distributeur, via un intermédiaire, effectivement. Costco, puisque Costco est en Grande-Bretagne, ils ont 4-5 grands magasins, c'est des Américains, et qui viennent juste s'implanter en France, sur Paris. Ils ne sont pas du tout dans la présentation. Non, c'est vrai, on ne les a pas nommés, c'est peut-être une erreur, on aurait parce que c'est vrai, effectivement un nouvel acteur, ils ont 4-5 magasins. Un acteur assez important effectivement sur le marché, notamment du catering sur le UK. Donc c'est un acteur non plus à ne pas oublier, qu'on devrait peut-être effectivement rajouter à la présentation. Mais Costco est bel et bien présent au Royaume-Uni, progresse pas mal, peut-être pas aussi... Par rapport à Whole Foods, oui. Après la position de Costco par rapport à... C'est beaucoup moins haut de gamme. C'est beaucoup moins haut de gamme. Au volume. Whole Foods, c'est beaucoup plus haut de gamme, c'est très orienté organic products. Donc on ne parle pas de la même chose. Oui, un peu comme en France quand on va chez Métro, c'est ça. Hein, c'est le même principe, hein, effectivement. C'est ce qui me semblait. J'en ai terminé. Mais... C'est important parce que sinon les gens qui vont regarder la présentation différée ne comprennent pas Pas de souci. Quelle heure il est? 10h15, je regarde le timing. Bientôt fini avec la première partie. Du coup, il nous restera 3 quarts d'heure. On va essayer d'aller assez vite. Mais je pense que c'était la première partie la plus intéressante, puis au moins elle concerne tout le monde. Alors qu'après, on va rentrer dans le sous-secteur, donc j'essaierai d'aller assez vite sur les sous-secteurs. Encore une fois, n'hésitez pas à s'adresser à nous par la suite si vous avez plus de questions sur les sous-secteurs. Je pense qu'il y a un point qu'il ne faut pas qu'on loupe également, c'est le point et la situation sur le Brexit. Je passe rapidement sur les derniers canaux de distribution possibles selon les marchés alimentaires. Correspondent pas mal aux tendances du moment, sur le bio, le vegan et l'authentique. Donc vous avez des marchés, notamment sur Londres, qui sont assez connus, notamment d'un point de vue touristique, comme le Borough Market. Vous êtes peut-être déjà allé. Brixton Market, où on est plus sur un créneau exotique, jamaïcain par exemple. Ridley Road Market et Broadway Market, qui sont des marchés assez connus sur Londres. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais sur lesquels on peut effectivement passer pour vendre des produits.
Voilà, c'était la première partie, de manière générale, sur l'agroalimentaire. Peut-être d'autres questions avant de basculer sur les sous-secteurs? Oui, donc moi, c'est une remarque en complément de la présentation. Le marché anglais, quand même, il a une caractéristique. Alors, on y viendra peut-être par la suite, donc je ne veux pas présager de ce qui sera écrit. Mais il y a un marché ethnique qui est important. Oui, c'est vrai. Dans les supermarchés, il y a beaucoup de sections ethniques, aussi bien asiatiques. La part du halal est beaucoup plus importante qu'en France. Et, on en parle un petit peu après aussi, effectivement. Ouais, voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas trop en... Non, mais vous avez raison. Mais sur les convenience stores, il y a environ 2000 épiceries halal en Angleterre. Il y a des réseaux vraiment spécialisés, donc je pense que ça fait partie aussi de la croissance. Et c'est un marché qui n'est pas à négliger, et où les prix sont quand même plus importants en termes de valeur quand les produits sont bien faits que chez les acteurs majeurs. Effectivement, et c'est un marché en croissance que j'allais le dire tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant. Effectivement, la population musulmane au UK, c'est à peu près 5%. Ils estiment qu'en 2000... Les chiffres sont assez... en tout cas, végétarien et halal, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est une famille qui se regroupe, je dirais, au niveau des tendances alimentaires qui n'est pas à négliger de mon point de vue. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est concernant Whole Foods. Whole Foods, vous l'avez mentionné, aux États-Unis, ça a été racheté par Amazon. Donc je pense que c'est un acteur à privilégier dans les démarches à plus ou moins long terme. Oui. Même s'il y a eu un partenariat avec Morrison, je pense que c'est... Oui, et puis c'est... Même si c'est petit aujourd'hui, parce que voilà, ils commencent, hein, ils n'ont pas les parts de marché qu'ils ont aux États-Unis. Mais avec ce rachat, ils peuvent progresser, effectivement. Ce n'est pas un acteur à négliger. Ça permet d'ouvrir aussi le marché américain. Parce que si on est référencé en Angleterre, ça vous déporte pour le Canada et les États-Unis, qui peuvent être, comme à Rhodes, une cible plutôt internationale que locale. Effectivement, et la consommation de produits ethniques, vous avez raison, est en progression. Vous avez par exemple aussi une forte communauté indienne. Et donc, il y a beaucoup de plats préparés à base indienne qui sont vendus. Donc, il y a une population qui est assez hétéroclite, hétérogène, encore beaucoup plus étrangère, entre guillemets, qu'en France, et c'est un marché, du coup, important. On passe au sous-secteur. Donc, je l'ai déjà dit, mais on va essayer de passer assez rapidement sur les sous-secteurs. Parce que, par exemple, pour les poissons et fruits de mer, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est bien d'avoir un vernis. Et encore une fois, on pourra rentrer dans le détail après la présentation, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Le Royaume-Uni étant une île, ça me paraissait plutôt sympa et intéressant de commencer justement par les poissons et fruits de mer. Vous avez aussi la présentation sous les yeux, parce que c'est écrit peut-être un petit peu petit ici, mais c'est un marché qui représente 6 milliards de pounds en 2016, partagé à moitié-moitié entre guillemets entre la vente au détail et la vente en RHF, donc c'est un peu plus partagé que sur l'agroalimentaire de manière générale. Et même si le Royaume-Uni est une île, 66% des produits de la mer sont importés de l'étranger. Donc il y a quand même un gros business. Le Royaume-Uni se situe au 11e rang mondial des importateurs et les poissons et fruits de mer ont plutôt une bonne image, dans le sens où il y a une enquête qui avait été menée il y a quelques temps, où plus de la moitié de la population, et même je crois 85-86% de la population, a une image positive ou neutre sur les poissons et fruits de mer. Donc il y a peu de détracteurs. Peut-être que ça bénéficie aussi de l'image un peu déficitaire d'autres types de produits comme la viande, avec les scandales qu'on a pu connaître sur ces dernières années. Mais c'est un produit qui est considéré comme ça et qui est consommé pas mal par les Britanniques. Ici, vous avez le split entre les différents types de poissons, c'est-à-dire est-ce qu'on achète plus de produits frais, ambiants ou surgelés. On se rend compte qu'on a une courbe de progression assez intéressante au niveau du chiffre d'affaires global. Et ici, vous avez les produits ambiants. Ici, sur cette ligne-là, on va se retrouver sur les produits surgelés. Et là où ça progresse surtout, sur les produits frais, qui correspondent un peu à une tendance des Britanniques d'essayer de consommer sain. On passe de 1,5 milliard de pounds en 2008
à 2 milliards de pounds en 2016 sur les produits frais en poisson et produits de la mer. Donc c'est essentiellement le produit frais qui se démarque. Je passe ce slide-là, on parle des ports britanniques, mais je ne vais pas évoquer plus que ça ce slide-là. Ici, on confirme que 9 adultes sur 10 affirment manger du poisson et que 50% des Britanniques mangent du poisson à la maison, qui, encore une fois, montre bien la tendance et le côté positif de ce produit-là au Royaume-Uni. Ici, on a le même slide que ce qu'on a pu aborder tout à l'heure au niveau des produits de l'agroalimentaire, mais sur les poissons et fruits de mer. Au niveau des différents acteurs de la GMS, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes. Peut-être qu'ici, on a Tesco, Sainsbury's, Morrison et Asda. Et puis, on a Marks & Spencer et Waitrose ici, qui sont un peu plus en avant, qui ont plus de parts de marché sur ce produit-là que sur l'agroalimentaire de manière générale. Pourquoi? Parce que ce sont des chaînes premium. Et le poisson, en général, on est sur un niveau de prix qui va être aussi un peu plus élevé ou un peu plus premium que d'autres types de produits. En ce qui concerne les importations et les exportations, en bleu foncé, vous avez tout ce qui est importé au Royaume-Uni, et en jaune, tout ce qui est exporté du Royaume-Uni vers les autres pays de l'Union européenne ou dans le monde. Et on se rend compte qu'en 2016, tout ce qui est morue, cabillaud, thon, saumon et crevettes étaient les produits les plus importés. Au contraire, les maquereaux et harengs, par exemple, sont les produits les plus exportés du Royaume-Uni. Par exemple, sur le maquereau, c'est énormément exporté par le Royaume-Uni, mais pas du tout importé. Donc, en fonction, si vous êtes dans ce secteur-là, en fonction des types de poissons, je pense que ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ce slide. Je vais passer ce slide-là et celui-ci également. Alors, au niveau des acteurs dans le Big Four, bien évidemment, tous les acteurs de la grande distribution distribuent du poisson. On est très axé au niveau du poisson sur ce qui est élevage et les poissons vérifiés de façon indépendante, tout ce qui est organique, le côté sain au niveau des acteurs de la grande distribution. Et ça se retrouve pour les 4, que ce soit Tesco, Asda, Sainsbury's ou Morrisons. On a aussi le Cooperative Food qui investit énormément sur ce secteur-là. Et notamment Cooperative Food, je l'ai dit tout à l'heure, mais il distribue énormément de produits de marque distributeur, d'où le fait d'avoir le label BRC, si vous souhaitez travailler avec ces gens-là, notamment au niveau du poisson. Et encore une fois, on est très axé notamment sur les chaînes haut de gamme, les chaînes plus premium comme Marks & Spencer et Waitrose. On est très axé sur l'aspect politique de pêche responsable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez marqué dans ce sous-secteur-là. Je passe assez rapidement. Ça c'est un slide qu'on a déjà vu. Vous avez aussi des acteurs pas mal au niveau des produits surgelés. On va retrouver les mêmes qu'en Europe. Iglo Group, tout simplement, vous l'avez effectivement en Europe. Birds Eye, c'est même groupe que Iglo, sauf qu'au UK, on va l'appeler Birds Eye et en Europe, ça va être Iglo. C'est un peu comme la marque de voiture Opel. Ça va être Opel en Europe et Vauxhall au Royaume-Uni. On aime bien faire différemment au Royaume-Uni. Et puis, vous avez un autre acteur comme Young's au niveau des produits surgelés. Donc, on a beaucoup de frais, beaucoup de produits de qualité dans le poisson, mais aussi des produits surgelés pour répondre à cette exigence de praticité qu'ont les Britanniques de pouvoir consommer rapidement et de manière assez pratique sur les repas, notamment. Autre manière d'atteindre ce marché, c'est avec le marché des poissons de gros. Vous avez plusieurs marchés au Royaume-Uni assez importants, notamment le Billingsgate Market, qui est le plus gros marché de gros au niveau du poisson, qui est situé à Londres, au niveau de Canary Wharf, donc qui est le second quartier d'affaires après la City. Donc c'est un peu surprenant de le retrouver juste là, juste à côté d'un quartier d'affaires. Mais il est situé là-bas. C'est à peu près 25 000 tonnes de poissons et produits de la pêche vendus chaque année. Et 40% des poissons sont importés de l'étranger. Donc le Billingsgate Market, si vous êtes dans ce secteur-là, c'est le marché de poissons gros à vraiment viser. Vous avez d'autres marchés comme le Lerwick Market, Grimsby Market ou Peterhead Fish Market, par exemple.
Vous avez aussi des grossistes dans la restauration qui vont aller s'approvisionner justement dans les marchés de gros, comme Brown Seafood, AO Seafood ou M&G Seafood, qui fait partie du groupe Brakes. Brakes étant au Royaume-Uni un des plus gros acteurs du food service, de la RHF, avec des gens comme Bidvest ou JJ Food Service par exemple, hein, qui sont des gros acteurs du food service au Royaume-Uni, qui sont à cibler si vous souhaitez adresser le RHF au Royaume-Uni aussi. Normes et certifications, je passe également. On parlera un petit peu plus tard du BRC, hein, qui je pense le point important concernant les certifications au Royaume-Uni. Si vous avez des questions par rapport au secteur spécifique, n'hésitez pas à nous les adresser par la suite. Poisson, c'est bon, pas de questions en particulier pour les gens qui sont dans le secteur? Non. Fruits et légumes, qui est un marché important au Royaume-Uni et aussi en Bretagne, notamment ici, je pense, notamment pour les légumes. Hein. La zone nord Finistère. Exactement, ouais. Notamment le chou-fleur, il me semble. On a ici un slide sur, alors je passe sur les exportations. Ce qui est intéressant de voir au niveau des importations, c'est que 70% des fruits et légumes sont importés. Donc le Royaume-Uni est loin de s'autosuffire. Hein. Forcément au niveau de certains fruits, ce n'est pas un pays exotique, mais aussi sur les légumes. On voit qu'on importe plus de fruits d'ailleurs que de légumes. Les bâtons verts, ce sont pour les légumes, et les bâtons rouges, ce sont pour les fruits. On a à peu près entre 3,5 et 4 milliards de fruits importés chaque année, en 2016, contre un peu plus de 2 milliards de pounds de légumes importés. Avec une croissance assez stable, plutôt une croissance intéressante d'ailleurs, que ce soit pour les fruits ou pour les légumes. On voit ici l'origine des importations. Donc sur les fruits, on voit que ça vient de nombreux pays, mais aussi d'Espagne, d'Afrique du Sud, Pays-Bas et autres. On ne voit pas la France apparaître au classement, alors que sur les légumes, on a l'Espagne qui domine, on a les autres pays, les Pays-Bas, la République d'Irlande, l'Allemagne et enfin la France, avec seulement 4,3% du gâteau. Donc il y a une belle marge de progression. Surtout qu'on voit qu'au niveau des légumes, ce qui est le plus importé, c'est notamment la tomate, la salade, le brocoli et le chou-fleur. Je sais qu'il y a certainement beaucoup de Bretons qui exportent déjà du chou-fleur au Royaume-Uni, mais il y a peut-être encore plus à faire. Tendance de consommation sur les fruits et légumes. On a tendance de s'approvisionner de plus en plus en produits insolites afin de se différencier des concurrents. Donc n'hésitez pas à proposer effectivement des produits insolites. Notamment, alors quand on dit produits insolites, ça peut aussi être en plat préparé à base de légumes, évidemment. Légumes méditerranéens exotiques prennent le pas sur les légumes traditionnels. Alors bon, c'est pas de chance pour la Bretagne, mais encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et puis une forte demande pour les produits easy to use, dans le sens où, voilà, encore une fois, des notions de praticité, de gain de temps. Les mandarines faciles à peler, par exemple, ou autres types de produits comme ça, qu'on peut utiliser et manger facilement, ça va mieux marcher. Et on a aussi un programme 5 Vegetables and Fruits a Day, comme les 5 ou 10, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 en France, fruits et légumes par jour. 5 c'est déjà pas mal. Seulement 12% d'ailleurs de la population suit cette règle, qui s'est énormément développée. Et le gouvernement britannique insiste beaucoup sur ces programmes-là. Pourquoi? Parce qu'un peu comme aux États-Unis, il y a quand même pas mal de soucis d'obésité au Royaume-Uni. Donc on insiste sur ces programmes-là, ce qui va bénéficier à des secteurs, notamment comme effectivement les fruits et légumes. Ah. Oui, le timing. Distribution, bien évidemment, vous retrouvez tous les acteurs en termes de fruits et légumes. Vous avez quelques marchés de gros aussi, qui sont peut-être un peu plus développés que sur d'autres secteurs, notamment le New Covent Garden Market, alors qui n'est plus à Covent Garden. Hein, si vous avez à faire du tourisme à l'ombre, la place est un peu trop petite et un peu trop touristique, donc ça a été externalisé sur la périphérie de Londres. 40% de la consommation de fruits et légumes
dans le hors-foyer est basé sur Londres. Donc Londres est aussi un gros foyer quand même à ce niveau-là, est un gros potentiel. Vous avez aussi le New Spitalfields Market, à Londres toujours, du côté de Liverpool Street. Et puis, au niveau des grossistes alimentaires, notamment dans le RHF, vous allez adresser des gros acteurs du food service, comme je le disais tout à l'heure, JJ Food Service, Bidvest, Breaks, mais aussi vous avez des acteurs un peu plus spécialisés, des distributeurs un peu plus spécialisés que vous pouvez essayer d'approcher, comme First Choice Fruit ou Produce Ltd. À chaque fois, encore une fois, dans le RHF, vous avez des généralistes, des gros qui ont une grosse part de marché. Vous avez, par secteur d'activité, des spécialistes qui sont intéressants à approcher en ce qui vous concerne. Produits laitiers. Le Royaume-Uni est un gros producteur de produits laitiers, le troisième plus large en Europe après la France et l'Allemagne. Ils ont produit, par exemple, 14,6 milliards de litres de lait en 2014, la plus grosse production depuis 1990. Mais malgré tous ces efforts, ce qu'on peut voir ici sur ce slide-là, c'est qu'en termes de balance commerciale sur les produits laitiers, c'est la deuxième balance commerciale la plus déficitaire dans le monde après la Chine. Donc ils importent aussi beaucoup de produits, et notamment des produits tels que le beurre ou le fromage, ce qui bénéficie bien évidemment à un certain nombre d'acteurs français et d'acteurs bretons. On voit ici les origines au niveau des importations, et là aussi le Royaume-Uni exporte. On voit qu'ils ont exporté 1,1 milliard de produits, c'était je crois en 2016, contre des importations à hauteur de 2,4 milliards, ce qui fait qu'il y a un déficit commercial de 1,3 milliard, ce qui est assez important. Donc ils importent beaucoup de produits, notamment beaucoup de produits d'Irlande. Entre le Royaume-Uni et l'Irlande, il y a beaucoup d'échanges commerciaux, quel que soit le domaine, et notamment dans les produits laitiers. Et ils apportent aussi un quart des produits de la France. Donc la France est un gros fournisseur de produits laitiers au Royaume-Uni. On est sur des tendances de consommation un peu les mêmes que sur les produits de grande consommation de manière générale, ou des produits agroalimentaires de manière générale, où on va, par exemple, essayer de consommer sain, des produits aussi qui sont sans lactose, par exemple. Ça a progressé de 55% entre 2011 et 2016. On a aussi beaucoup une tendance à avoir des substituts sans lait de vache, par exemple avec des laits de soja, de riz ou de chèvre. Toutes les chaînes de café au Royaume-Uni qui sont beaucoup plus développées qu'en France, Starbucks, Café Nero et autres, ils proposent tous du lait de soja à leurs consommateurs, et même si c'est un peu plus cher, c'est un produit qui est en forte croissance au Royaume-Uni. Vous avez quelques grands acteurs au niveau de l'industrie laitière britannique, tous des coopératives, évidemment, de très très gros acteurs comme Arla, Dairy Crest, First Milk, United Müller. Donc Müller, c'est un Allemand, Arla, c'est un Danois. Donc vous avez parmi les plus gros acteurs, les plus grosses coopératives au Royaume-Uni, vous n'avez pas que des Britanniques, vous avez quelques étrangers. Et c'est un marché qui se concentre de plus en plus. On le voit ici, Arla Food qui domine, qui a racheté, notamment, pourquoi il y a une telle croissance, qu'ils ont racheté donc, entre 2008 et 2012, ils ont racheté un acteur comme, ici je ne vois plus très bien le nom, c'est Robert Wilson, et puis vous avez aussi Müller qui a racheté un autre acteur dans le domaine, ce qui fait qu'on a un marché qui est de plus en plus concentré au niveau des coopératives. Normes et certification, encore une fois, je passe ce slide-là. D'ailleurs, comme dans la plupart des autres secteurs, on suit les normes européennes. Donc si vous exportez déjà dans certains pays européens et que vous souhaitez le faire au Royaume-Uni, jusqu'à présent, tout va bien. On verra après le Brexit. Marché de la viande maintenant. C'est un marché qui représente plus de 15 milliards de pounds. Vous avez beaucoup de produits importés, essentiellement bœuf, porc et volaille, soit de manière brute, soit en produits transformés. Donc les produits les plus importés sont le bœuf, le porc et la volaille. La tendance est une baisse de consommation des viandes rouges. Je disais tout à l'heure, on a eu quelques problèmes, comme en France, des scandales sanitaires et autres qui font que la viande rouge n'a pas forcément une bonne image, ou ne représente pas un côté extrêmement sain. Et donc, du coup, ça va profiter essentiellement
aux viandes de volaille, et notamment le poulet, qui est un produit extrêmement consommé au Royaume-Uni. Donc, viande blanche, la volaille, beaucoup plus consommée, est en beaucoup plus forte croissance que la viande de bœuf qui a tendance à décroître. On parlait tout à l'heure des produits halal, la forte effectivement, population ethnique au Royaume-Uni qui est très importante, population musulmane, indienne et autres, qui effectivement n'est pas négligée. Et d'ailleurs, les chaînes de supermarchés ont leur propre marque de produits halal aussi. Donc c'est effectivement un point important. Ici, on a les comportements d'achat, quel est l'intérêt des consommateurs au niveau de la viande. Donc, bien évidemment, on va retrouver le frais pour 82% des consommateurs, qui est extrêmement important quand on parle de viande. Les certifications, notamment pour s'assurer qu'on va manger sain et éviter un certain nombre de scandales. L'origine britannique, pour 45%, donc c'est un peu moins de la moitié. Et encore une fois, ils ne peuvent pas s'autosuffire, donc même s'ils préfèrent effectivement consommer des produits d'origine britannique, ils sont quand même toujours obligés d'importer. Donc voilà, ça c'est essentiellement ce qui motive leur comportement d'achat lorsqu'on parle de viande. Au niveau des acteurs, vous avez un gros marché à retenir qui est le Smithfield Market, qui est basé également sur Londres. Et puis vous avez des grossistes importants, dont les deux plus importants, on peut considérer qu'ils sont Oakfield et W.W. Gills, qui est situé à l'ouest de Londres, du côté de Reading, il me semble. Vous avez aussi de gros producteurs, notamment de plats transformés à base de viande, on y viendra tout à l'heure, tels que Two Sisters ou Kerry Foods. Tulip, qui est un Danois, qui est le leader dans le domaine du porc. Vous avez gros producteurs. Et encore une fois, le Royaume-Uni est une grosse industrie agroalimentaire. Il y a beaucoup de sites de production également. Beaucoup. Normes et certifications, je passe. Vous avez le marché des plats préparés qui concerne peut-être un peu plus d'entre vous, puisqu'on peut parler de légumes, de poissons, de viande. On voit ici le diagramme très intéressant. En 1980, presque 2/3 des plats étaient maison, contre seulement la moitié aujourd'hui. Donc on consomme de plus en plus de plats préparés. Et c'est un marché qui représente 3,8 milliards de livres sterling, contre seulement 2,6 en 2013. Donc c'est un marché en croissance et un marché qui connaît une hausse de prix assez importante. Pourquoi? Parce qu'on veut consommer des plats préparés, on veut aller assez vite et on veut le faire de manière pratique, mais on ne veut pas rogner sur la qualité, on veut de plus en plus de plats de qualité et des plats frais. Ce qui fait que les prix augmentent par rapport à ça. Vous avez ici les tendances de consommation et les prévisions entre 2017 et 2022. Donc on voit, même si on est sur des prévisions de croissance un peu moins importantes, ici on est toujours supérieur à 3%. Donc on est sur des prévisions de croissance relativement intéressantes sur les plats préparés. Et encore une fois, c'est effectivement un secteur qui va beaucoup progresser sur les prochaines années. Alors, toujours pour faire le lien avec l'origine ethnique de la population, les plats préparés à base de recettes italiennes, anglaises et indiennes représentent le gros du marché. Souvent, qui consomme les plats préparés? Ça va être les foyers d'une ou deux personnes, sans enfants. Et puis les plats préparés frais haut de gamme représentent la majorité des plats préparés haut de gamme, soit 92 millions de produits vendus et 293 millions de livres sterling. Donc encore une fois, le haut de gamme se développe de plus en plus, et notamment dans le domaine du frais. Ici, c'est intéressant de voir le slide. On voit qu'il y a pas mal de plats préparés à base de légumes, à base de poissons, ici, notamment à hauteur de 8%. Mais tout ce qui est plat préparé à base de viande représente quand même la majorité du marché, puisque vous avez ici le poulet et le bœuf qui représentent, ne serait-ce qu'à eux deux, plus de la moitié du marché au niveau des plats préparés, au niveau de l'aliment de base. Marché pas mal dominé par les marques de distributeurs, et vous avez les acteurs que j'ai déjà cités tout à l'heure qui produisent pour le compte de Tesco, Sainsbury's et autres des plats préparés en marque distributeur. Donc
Kerry Group et Two Sisters, par exemple. Et les principaux distributeurs, on va retrouver le Big Four, et notamment Marks & Spencer qui va s'intercaler entre les acteurs du Big Four, justement. Pourquoi est-ce qu'on est encore une fois sur un acteur haut de gamme et les plats préparés, on s'oriente de plus en plus vers des produits haut de gamme, effectivement, et frais. Là, vous avez quelques producteurs que vous connaissez, sans doute pour certains d'entre vous qui sont aussi présents en Europe, comme Heinz, Prince, Iglo. Et aussi de petits acteurs comme Charlie Bigham, par exemple, qui est un petit acteur britannique. Ils ne font que 26 millions de pounds de chiffre d'affaires. Mais ça veut dire qu'il y a aussi de la place pour les petits producteurs et les petits acteurs dans ce domaine-là, dans cette industrie-là, pour pénétrer le marché britannique, pour peu que vous ayez des produits différenciants et de qualité. Vous avez quelques associations existantes dans ce domaine-là, dans le domaine des plats préparés, notamment la British Frozen Food Federation, pour tout ce qui est surgelé, ou la Chilled Food Association pour tout ce qui est produits frais. Au niveau de l'épicerie fine, qui font partie aussi des plats préparés quelque part, vous avez beaucoup de canaux de distribution possibles, la grande distribution bien évidemment, tels que Waitrose, Whole Food Markets, Marks & Spencer, qui sont donc les chaînes premium qu'il faut, je pense, adresser en priorité lorsque vous êtes dans les produits d'épicerie fine. Vous aurez plus de chances de passer, ce sont des gens qui vont porter plus d'intérêt à vos produits. Vous avez les food halls dont on a déjà parlé, tels que Harrods, ou aussi des boutiques indépendantes comme Parkbridge, par exemple, basées à Londres. Ils ont 3 magasins, ils vendent online, donc c'est aussi un canal à ne pas négliger, le online. Et puis aussi les marchés tels que le Borough Market. Vous avez une association qui est The Guild of Fine Food qui défend les produits d'épicerie fine. Et en termes de salons, il y a beaucoup de salons dédiés à l'agroalimentaire au Royaume-Uni, notamment au niveau de l'épicerie fine. S'il y en a un à retenir, je pense, c'est plutôt le Specialty and Fine Food Fair, qui est assez connu, qui a lieu à Londres tous les ans et qui aura lieu cette année du 2 au 4 septembre. Donc je pense que si vous êtes dans ce domaine-là, dans l'épicerie fine ou les plats préparés, ça vaut le coup d'aller visiter ce salon-là. Et puis vous avez aussi IFE, qui a lieu tous les 2 ans en alternance avec le CIAL à Paris, et qui est le 2e salon européen du food après le CIAL justement, et qui a lieu tous les 2 ans à Londres en alternance avec le CIAL. Et la prochaine édition sera dans un peu moins d'1 an, en mars 2019. Et ça vaut le coup d'y aller. Vous avez toutes les sections possibles, et notamment une section sur les plats préparés, l'épicerie fine. Marché des snacks, biscuits, desserts. C'est vrai qu'on n'a plus qu'un quart d'heure. On va essayer d'accélérer, effectivement. C'est le dernier sous-secteur. C'est un marché extrêmement vaste. Vous avez des produits, bien sûr, réfrigérés, surgelés, température ambiante. Donc, c'est un marché quand même assez vaste. C'est un marché, alors, ce n'est pas le marché total des desserts ici. C'est une erreur, il faudrait qu'on la corrige. Les 2 milliards de pounds ici, c'est plus en ce qui concerne les produits surgelés et crème glacée. Donc, on n'est pas sur l'ensemble des segments desserts, mais uniquement sur les produits surgelés et crème glacée, c'est à peu près 2 milliards de pounds, la valeur du marché au Royaume-Uni. Au niveau des tendances, on plébiscite de plus en plus les desserts de type réfrigéré. J'en veux pour preuve le succès, par exemple, de marques assez connues comme Nestlé, avec les gammes chocolat en pot, ou Sainsbury, au niveau des marques distributeurs, qui connaît beaucoup de succès avec les yaourts gourmands, notamment. Donc tout ce qui est frais, réfrigéré, au niveau des desserts, c'est une tendance qui s'accroît pas mal. Les acteurs, je passe assez rapidement, vous avez des acteurs très connus, mais aussi des acteurs un peu moins connus, tels que Gu au UK, qui est une PME britannique, qui n'existe que depuis 15 ans, mais qui a réussi à faire son trou dans le domaine des desserts. Et il n'y a pas de raison que d'autres acteurs étrangers ne fassent pas la même chose. Il n'y a pas que de gros acteurs. Et puis vous avez aussi, bien sûr, de grosses marques distributeurs, telles que Tesco, Sainsbury's. Des acteurs de l'industrie agroalimentaire fabriquent pour eux en marques distributeurs. Là, on est sur le marché des snacks, tout ce qui est biscuits sucrés, les snack bars et les fruit snacks. Un marché un peu plus important que le marché des produits surgelés et des crèmes glacées, presque 3 milliards de pounds.
Et c'est vrai que les Britanniques, de manière générale, consomment beaucoup de snacks un peu plus que les Français ou les Européens de manière générale. Encore une fois, parce que c'est un produit facile à manger et on peut le manger en moins de temps qu'un repas normal. Donc le snack est très très développé au Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce domaine-là, c'est évidemment un secteur intéressant à cibler. On a par exemple un exemple sur les types de snacks consommés par les enfants au Royaume-Uni. Donc on essaye de manger de plus en plus sain. Les parents incitent de plus en plus leurs enfants à consommer sain. J'en veux pour preuve que 72% consomment du fruit frais, par exemple, ou des yaourts, fromage frais. Après, on a aussi des produits un peu moins sains, comme les snacks salés, qui sont consommés toujours par les enfants à hauteur de 70%. Au niveau des tendances de consommation, que ce soit sur le snack ou les biscuits, justement, de manière générale, 70% des ventes de chips sont sur des sachets de 25 grammes ou moins, donc c'est des sachets individuels de petites portions. Et ça, c'est extrêmement développé au Royaume-Uni, sans doute plus qu'en France. Et c'est 70% des ventes au niveau des snacks salés. On essaye de consommer de plus en plus sain également. On essaye de retrouver des goûts innovants. Comme on consomme du snack tous les jours, on aime bien varier un petit peu. Donc si vous avez des goûts innovants à apporter au marché, ça peut être intéressant pour percer sur le marché britannique. Et le côté sain qu'on retrouve, dont je parlais tout à l'heure, où on essaye, voilà, si vous avez des snacks sains et autres, vous risquez de trouver une oreille attentive au Royaume-Uni, outre-Manche. Même les marques de chips classiques s'y sont mises au niveau du côté sain, puisqu'ils essayent de réduire de plus en plus la teneur en sel dans leurs produits. Je passe sur les acteurs qui sont des acteurs qu'on connaît aussi en France. Vous avez le marché des biscuits, qui est un marché de presque 2 milliards de pounds. Pas mal de producteurs de biscuits en Bretagne d'ailleurs. Donc je pense que c'est un point qui peut vous intéresser. C'est un marché qui va croître, puisqu'en 2019, on va atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards. Donc c'est un marché en progression. Et ce qui est vendu essentiellement, c'est biscuits classiques pour 30%, 19% au niveau de la confiserie classique. Ensuite, vous avez les crackers et croustilles, et puis les barres biscuits chocolatés, qui sont les principaux biscuits consommés au Royaume-Uni. C'est quasiment 3/4 du marché quand on parle de ces 4 types de produits différents. L'appareil au niveau de la tendance, je l'ai déjà dit sur les snacks, c'est la même, c'est-à-dire qu'on grignote beaucoup, on snack beaucoup. J'insiste là-dessus parce que c'est très marqué au Royaume-Uni, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Donc ça va effectivement bénéficier à des secteurs tels que les biscuits ou les snacks, où on va effectivement prendre des collations régulièrement tout au long de la journée, peut-être un peu plus que dans d'autres pays européens. Qualité et prix sont bien sûr des facteurs importants. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est énormément sur des formats de type individuel. Ce slide-là également, les acteurs, on les a vus. Il reste 10 minutes. BRC versus IFS. Je ne sais pas si vous avez, de votre côté, été confronté à ce type de demande de la part de distributeurs britanniques. Mais globalement, l'IFS, la GSA en Allemagne et en France impose l'IFS. C'est elle qui a demandé à la plupart de ses fournisseurs d'être IFS. Au Royaume-Uni, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on aime bien faire différemment. Nous, c'est le BRC, on préfère. Donc, en fait, BRC, c'est pour tout ce qui est pays anglo-saxon. L'IFS, c'est pour tout ce qui est pays européen. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux normes, en tout cas de ce que l'on m'en a dit. C'est même parfois un peu plus compliqué d'obtenir l'IFS par rapport au BRC. Il y a plus de points, ils sont un peu plus exigeants sur la norme IFS. Donc voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le BRC, c'est demandé par les pays anglo-saxons, et l'IFS plus par les produits européens. La certification BRC permet d'évaluer les systèmes qualité des industriels exportant leurs produits agroalimentaires sur le marché britannique. Et être accrédité BRC était fortement conseillé, indispensable pour la MDD, lorsque vous adressez des acteurs comme Tesco, Sainsbury ou Waitrose, qui veulent des marques distributeurs, vous devez avoir le format BRC, c'est quasi sûr.
Après, si vous exportez vos propres marques dans ces magasins-là, c'est fortement conseillé de l'avoir, mais suivant les produits, suivant les acteurs, on peut déroger à la règle. Et lorsque vous vendez en food service ou en RHF, c'est pas tout le temps évident qu'on vous demande la BRC. Hein. Mais c'est difficile d'établir une règle, ça va varier en fonction des produits, en fonction des acteurs. Par exemple, des fois en RHF, on va simplement vous demander le HACCP, les distributeurs qui demandent ça simplement, et pas forcément le BRC. Hein. Si on travaille avec un grossiste ou un importateur qui est IFS broker, on peut vendre nos produits sans être certifié IFS nous-mêmes. Est-ce qu'il y a le BRC broker Oui. De la même façon fait en Grande-Bretagne? Oui, il y a, et donc vous pouvez vendre vos produits sans être BRC. Après, si vous souhaitez vendre vos produits sous marque distributeur à Waitrose, vous devrez avoir la BRC. L'importateur, que lui soit certifié, ça ne suffit pas, parce qu'on peut vendre à la marque distributeur, mais via un importateur. Et si lui est BRC... Ça peut suffire. Après, ça sera vraiment au cas par cas. Encore une fois. Il n'y a pas de règle d'or, malheureusement. Mais plus l'acteur de la grande distribution est gros, plus il s'oriente vers de la MDD, plus il faudra avoir le BRC. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Oui, une précision justement concernant ça. Tesco, par exemple, ne demande même pas le BRC, mais a son propre Tesco Audit. Donc c'est lui qui vient avec ses standards, et c'est la certification en général, les auditeurs BRC et IFS, quand ils visitent les entreprises agroalimentaires, si vous dites que vous êtes Tesco Certified, c'est même pas la peine de passer les deux autres audits. Donc vous voyez, ça dépend vraiment effectivement des acteurs, quoi. Et Tesco étant le principal acteur, c'est quand même intéressant d'entendre ce point de vue aussi. Après, ce sont les slides plus sur la manière d'obtenir le BRC, mais qui vont être des process plus ou moins similaires à l'IFS que vous devez connaître. Donc je passe là-dessus juste pour des raisons de timing. On a un point sur le Brexit. On va essayer de faire bref également, mais c'est important d'en parler. Voilà. Alors, on va prendre notre temps à ce niveau-là. Vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Même si aujourd'hui, ce que je dis toujours par rapport au Brexit, c'est on ne fait qu'extrapoler. Et on ne sait pas quelle sera la teneur des accords commerciaux qui seront conclus entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans les années à venir, dans les mois à venir. C'est compliqué d'extrapoler. On peut envisager des scénarios, c'est tout ce qu'on peut faire, et on verra effectivement dans les mois à venir ce qu'il en sera. Là, vous avez un slide assez intéressant qui résume, avant de parler du Brexit en tant que tel, le poids des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui est extrêmement important. Vous avez par exemple 17,6% des exportations du Royaume-Uni vont vers l'Union européenne, donc c'est important. Et le Royaume-Uni, les importations, ils apportent presque 15% de leurs produits de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup d'échanges entre les deux zones, évidemment. Donc c'est très important d'un point de vue économique. Vous avez les fameux services financiers. Le secteur sans doute le plus inquiet par rapport au Brexit, c'est le secteur de la finance, qui n'est pas votre secteur, mais c'est le secteur de la finance qui est le plus inquiet. Il y a beaucoup de gens à la City qui s'inquiètent énormément du Brexit et de la situation, parce que s'ils ne peuvent plus demain vendre des produits dans toute l'Union européenne, des produits financiers dans toute l'Union européenne, et qu'ils suppriment le fameux passeport européen au niveau des services financiers, il risque d'y avoir beaucoup de casse au niveau de la City, qui est une place forte en Europe au niveau des finances, évidemment. Politique migratoire, également beaucoup d'échanges. Il y a 6,5% de la population active britannique qui est européenne, j'en fais partie. Il y a beaucoup de grosses communautés. Il y a 300 000 Français au Royaume-Uni, beaucoup basés à Londres. Vous avez 800 000 Polonais, c'est quand même des chiffres assez impressionnants, et qu'il y a beaucoup de travailleurs au Royaume-Uni qui sont d'origine européenne et qui ne sont pas forcément britanniques. Influence sur la régulation européenne, le poids du Royaume-Uni dans les votes au Parlement européen, c'est assez important. C'est au même rang que l'Italie et la France, par exemple. Et il y a de fortes participations au budget européen. On parle de gros sous, effectivement. Donc, il y a voilà, la décision qu'a prise le peuple britannique il y a presque 2 ans maintenant,
qui est quand même une décision importante parce que vous avez de nombreux échanges à tous les niveaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, on en est presque 2 ans après le vote. Il y a déjà eu beaucoup de négociations, il y a eu des points d'achoppement. Il en reste toujours. Par exemple, le chèque de sortie, c'est bon, ils se sont mis d'accord. Je crois que c'est un chèque de sortie à hauteur de 50 milliards de pounds que devra verser le Royaume-Uni à l'Union européenne. Il y a encore beaucoup de points d'achoppement, notamment la frontière, je pense à la frontière irlandaise, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, où ça doit être encore réglé. Et puis, bien sûr, ce qui reste à régler, ce sont les accords commerciaux. Quelles seront la nature des accords commerciaux entre l'Union européenne demain et le Royaume-Uni? En fonction des secteurs d'activité, ce sera peut-être différent entre l'agroalimentaire et l'IT, par exemple. Est-ce qu'il y aura des barrières douanières ou pas? Est-ce qu'on sera toujours sur de libre-échange? On ne peut rien garantir à ce stade et je ne peux rien vous faire miroiter. Je ne peux pas vous dire, par exemple, que sur l'agroalimentaire, il n'y aura pas de barrières douanières. Ça serait une erreur de ma part et ce serait